Donc F5UI Christian, on est là pour vous présenter cette fois la carte SVX Slim Card. Je suis content d'être parmi vous puisque moi je suis un Alsacien, comme vous dirait Juan du 68. Je suis là en fait pour la deuxième rencontre du 88 et du Roller du Nord, puisque l'année dernière j'étais parmi vous pour la première fois. Et c'est à cette occasion-là d'ailleurs qu'on a commencé à collaborer avec Juan. Voilà, donc on va vous présenter une année de travail que l'on a produit tous les deux autour en fait de l'analogique et du relais, une carte qui se base sur un logiciel qui est celui que nous a présenté l'année dernière, que Juan a présenté l'année dernière, la carte SVX Multi. Donc, pour se présenter, je laisse Everett, merci. Donc moi je suis F8 ASB, Juan, je m'occupe donc du relais du ONEC. Et l'année dernière, je présentais uniquement la partie logicielle SVX Link et la petite carte qui avait été développée. Et au cours d'un repas gastro-technique avec Christian, on a découvert une complémentarité et il m'a rejoint sur le projet. Et là maintenant, un an après, vous allez voir un petit peu de travail qui a été fait. Alors, on va voir que la carte à partir hardware est relativement aboutie et que maintenant il y a d'énormes possibilités et d'énormes travail au niveau de la partie logicielle. Donc là, vous allez voir pas mal d'options. Après, il y a des choses qui sont utiles, pas utiles, ou qui peuvent amener à réfléchir pour des fonctionnalités. Donc pour introduire, en fait, je vais vous montrer, sur le relais a été intégré un lecteur RFID. Et là, directement, bonjour Juan, je t'ai reconnu, tu es F8 ASB, mon préféré. c'est moi qui fais les messages. Je crois qu'il y a du monde dans cette salle. Mais Christian est-il par ici également? Salut Christian, ton indicatif n'est pas facile à dire pour moi. J'ai fait quand même F5UI. Tu vois, je préfère dire un alphabet international, comme tu me l'as appris. Il faut que tu sois 5 uniformes immédiat. Si je connais quelqu'un d'autre dans cette assemblée, n'hésitez pas à venir me saluer. On a aussi des gens qui viennent de loin, comme F4 AID, de région parisienne, mais il a aussi un petit RFID. Désolé, mais là, je ne vous connais pas. Peut-être un radio-amateur qui vient se perdre dans les poches. Alors, je ne vous cache pas que actuellement sur le relais, c'est pas moi qui vais le plus. Je fais souvent appel à Marc, et du coup, il a aussi un identifiant. Alors, il a des affinités beaucoup plus abouties avec Lola. Bonjour Marc, heureux de te savoir parmi nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Marc est le nouveau président du 88. Mais pour toi, Marc, je vais être obligé de changer ma voix. Marc, tu sais que je t'apprécie particulièrement. Je viens de me rendre visite régulièrement pour me mettre là, la pendule à l'heure. Je ne sais pas si tu t'en étais aperçu. Mon horloge ne tourne plus très en ce moment. Sûrement un peu de ta faute. Alors, n'hésite plus et monte. Me voir plus souvent au nec. Oh, remets-moi à l'heure. Je t'aime, mon Marc à moi. Mon F. 1, J, U, Z. Bon, je reprends mes voix d'installer mon sérieux habituel. On a des choses à vous montrer. Je laisse la parole à mes créateurs Juan et Christian. Bonne présentation à tous. Tu me dis qu'il faut pas nous la poser. Ah oui. Mais ça dans le chèque, t'as pas de C'est pas de ma faute, c'est lui qui va la mettre à l'heure. Donc là, l'objectif, c'est juste de vous montrer qu'une fonction RFID, bon là, on s'amuse, on voit quand même qu'on prend la main sur le relais et qu'il y a un message vocal associé. Derrière, on peut l'utiliser, par exemple, ça c'est qu'une idée, et après il y en a certainement d'autres qui peuvent venir de la part des utilisateurs ou des responsables de relais. On peut très bien aussi créer le log, un log directement, on va intervenir, on se scanne avec le RFID, ça met l'information comme quoi le responsable, un des responsables est passé, et derrière quand il part, il rescanne et on sait quand il est parti. Associé à ça, on est sur du logiciel, on peut très bien envoyer une notification par SMS en disant « Tiens, Marc c'est bon, il est arrivé là-haut »,
ou un email. Enfin, on est vraiment derrière sur du développement logiciel et non sur la partie hardware. Au niveau de la partie hardware, on a juste ici un petit lecteur RFID 80 kg. sur port non 125, sur port USB là, et puis c'est tout. Après, on associe un petit logiciel qui va en permanence regarder l'état du lecteur et derrière on fait des actions. Donc voilà. Là, dans notre cas là, on a juste associé un message vocal émis par le relais. Ça aurait pu être très bien un message sur le haut-parleur interne, en local dans le bâtiment. Donc là, on s'est amusé avec différents messages en montrant quelqu'un qui est reconnu, qui n'est pas reconnu. Donc quitte à faire des messages, autant qu'ils soient plutôt sympathiques. Je vais repasser la main à Christian pour la suite. On va vous proposer le sommaire suivant. Donc, vous parlez de cette carte et des fonctions qui sont dessus. Les fonctions, qu'on appellerait de base, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires forcément pour faire fonctionner un relais, à savoir les entrées et sorties des interfaces classiques, l'interface avec les émetteurs et récepteurs, et aussi des options comme un peu ce qu'on vient de présenter sur le RFID, mais aussi d'autres développements sur lesquels on sait que l'on a réalisé pendant l'année. La dernière partie va vous être interactive, entre guillemets, puisqu'on va vous proposer d'écouter l'interactivité et vous montrer les fonctions intéressantes directement sur les équipements qui sont présents ici. Ça va vous permettre de voir interagir avec le rôle. Ensuite, vous avez peut-être eu l'occasion de voir qu'on avait élargi ou cherché à élargir le développement de cette carte en proposant la participation, là aussi en open source, autour de ce travail. Donc, je tiens à remercier certains d'entre vous qui sont présents dans la salle pour avoir participé déjà à une partie traduction en allemand et en anglais. On met tout en général en ligne assez rapidement en fonction de nos avancements. On en parlera à la fin. Et on a effectivement une activité où on a proposé finalement des commandes groupées pour les cartes en question et des ensembles de composants également. Pour ceux qui s'intéressent à ça, on vous fera un petit retour d'information là-dessus. Et ensuite, si vous êtes inspiré, on est preneur de vos idées de développement, d'utilité autour du projet qui pourrait venir se greffer, parce que comme disait Julien, à partir du moment où le hardware est assez riche, entre guillemets, en termes d'interface, on a la possibilité, avec la flexibilité du logiciel, d'ajouter pas mal d'idées qui mettent en relation les entrées et sorties, les différents médias, les emails et autres. Voilà, donc on passe à la présentation de la carte elle-même. Juan, je te laisse la parole. Ok, donc là on voit un éclaté 3D de la carte qui est dans ce relais. Donc c'est la fameuse SVX carte. Je vais vous décrire un petit peu les fonctionnalités, en commençant par les fonctionnalités, je dirais, obligatoires. La première partie, c'est l'alimentation. Donc on a la possibilité d'utiliser un convertisseur de tension à découpage, ou alors un bloc qui fait la même chose mais qui est tout fait, où il y a juste 4 soudures à faire. Derrière, on va avoir la gestion des audios. Alors pour un relais, on n'a pas besoin de 4 connecteurs. On peut se contenter d'une voie émission et d'une voie réception. La carte, elle, est munie aussi de la possibilité de faire un link ou un intercom ou un transpondeur. On a ici toute la partie commutation. Donc on va avoir la détection squelch et la commutation PTT, avec la possibilité de choisir un squelch positif ou un squelch négatif. Tout dépend de l'émetteur. Derrière, on a des transfos d'isolation audio et les réglages de niveau. Tout ça sur optocoupleur. Donc là, on a, je dirais, terminé la partie obligatoire pour un relais de base. Derrière, cette carte va s'embrocher sur un Raspberry, donc on a voulu utiliser le plus d'entrées-sorties possible sur le Raspberry. On va retrouver
ici des relais de puissance commutables. On va retrouver un capteur de température pour mesurer la température de la carte. On va retrouver le petit composant ici qui est un watchdog. Lui, en fait, on va lui envoyer des impulsions à temps donné, et s'il n'a pas d'impulsion, il va faire un reset du Raspberry. On va lui préparer des ports, on va lui prévoir des ports I2C et OneWire. Donc là, on va pouvoir mettre plein de périphériques, ça peut être des écrans, ça peut être d'autres capteurs de température. Ici, on a les entrées numériques, enfin des entrées analogiques, pardon, où on va utiliser un convertisseur analogique numérique et analysé. Donc là, c'est clairement pour de la mesure de tension, sachant que deux mesures sont déjà reliées sur les récepteurs pour faire un S-mètre. Après, les possibilités sont vraiment importantes. Ça peut être le niveau de batterie, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Derrière, on a également un convertisseur RS232. Et on a la possibilité aussi d'avoir des entrées. À l'écoute du relais expérimental de la fuite ASB, composé d'une carte logique relais prototype. Toutes les informations sur fuiteasb.com. Donc tout ça, c'est détaillé sur le site web qui a été créé à cet effet. On a volontairement utilisé le maximum de composants standards pour que cette carte puisse être montée par tout le monde. On a la possibilité aussi, au niveau des connexions radio, d'utiliser du connecteur RJ12 ou alors des pins à souder. Sur les relais, on a les voyants qui indiquent l'état des relais. Voilà pour la description de la carte. Donc après, une fois que ça, on a la base qui est faite, derrière, on n'a plus qu'à faire évoluer le logiciel. Là, c'est juste pour vous montrer comment va venir se plugger le Raspberry sur la carte SVX carte. Et ici, ça vous montre le connecteur du Raspberry et l'utilisation et l'attribution des ports. Vous voyez qu'en fait, tous les ports sont utilisés. Les quelques GPIO libres ont été ressortis sur des pins à souder de manière à pouvoir quand même les utiliser au cas où. Alors tout à l'heure, on parlait d'évolution de Raspberry. On se dit, si le Raspberry, on passe au Raspberry 7, ils vont peut-être changer le connecteur, etc. Donc, on est au pire, on va dire, de la situation. Si le Raspberry ne peut plus se brocher sur la carte, mais en fait, on a un connecteur ici 40 broches. Rien n'empêchera de faire une adaptation en fait sur une autre informatique, une autre carte avec d'autres signaux. L'essentiel, ce sera de récupérer les signaux. Donc je dirais qu'à l'avenir, à part avoir des GPIO en plus et des modes différents, elle est compatible. Voilà pour la partie hard au niveau de la carte. Je vais laisser Christian. Les fonctions effectivement que l'on a sur la carte sont celles qu'a présenté sur la base du matériel qu'a présenté Juan. Et les fonctions de base sont surtout apportées par le logiciel même SVX Link, il faut quand même le rappeler, est un logiciel très complet qui est développé par SM0SVX, du suffixe SVX pour SVX Link. C'est un logiciel très riche qui tourne sur Linux, très stable, qui a des années et des années de développement, qui là aussi est configurable par des fichiers d'initialisation et de configuration, et qui permet effectivement déjà de base de faire beaucoup de choses. Nous on s'intègre dans l'ouverture finalement de ce produit-là, sans aller modifier ou compiler du programme en C, mais en utilisant le langage qui est mis à disposition de base pour la configuration, qui est du TCL, langage finalement aussi assez ancien, mais qui a la documentation et l'ouverture qui permet de le faire, et finalement un langage qui est le Python, qui est un langage aussi Linux assez ouvert, et ou d'autres d'ailleurs, c'est ouvert après en fonction des possibilités. Donc la configuration du relais, c'est ce que je vous ai dit, c'est d'abord un fichier INI à paramétrer. On peut y mettre des modules, donc de base il y a des modules perroquet qui permettent de renvoyer finalement l'audio que vous injectez sur l'entrée du relais et de vous entendre répéter ce que vous avez dit. Ça vous permet d'estimer, de mesurer finalement votre qualité de transmission et de réception au relais. On peut effectivement mettre en route des links
en routant finalement les flux d'une entrée à d'une sortie vers une entrée, etc. Sur notre carte, on a toutes ces interfaces RJ12 qui permettent de faire ces interfaces avec les émetteurs-récepteurs ou les links. Les réglages audio sont possibles à travers les potentiomètres qui sont sur la carte. Et on a associé à ça, pas forcément parlé, mais des transformateurs d'isolement en amont de ces entrées audio, qui permettent de découpler à un minimum le circuit BF du poste et ce qui est ensuite sur la carte. On a complété effectivement la partie audio par un équaliseur logiciel qui permet d'équilibrer un peu plus la qualité audio, on va dire, en termes de spectre BF. C'est assez appréciable globalement parce que les transmissions sont assez monocordes de base. La version actuelle de SVX est passée en qualité 16K, c'est-à-dire qu'avant on était en 8K, on passe en 16K, donc là aussi on gagne en audibilité ou en clarté de signaux BF. Sur un tel relais, vous l'avez compris, on est sur une logique informatique interconnectable via réseau Ethernet et donc Internet. Et on peut offrir à ces relais d'être entendus à travers Internet grâce à du streaming, donc la diffusion de la partie basse fréquence, de l'audio, sur Internet, sur la page par exemple de votre association, votre radio club. Un des modules qui est intéressant effectivement de base, là c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est dans le produit SVX Link, c'est Ecolink effectivement. C'est un module que l'on peut activer et qui permet, bien sûr dans la mesure où il est interconnecté sur Internet, d'appeler grâce à un numéro SSID soit un relais directement à l'autre bout du monde, francophone ou étranger ou dans d'autres langues, soit une conférence d'Ecolink. Et inversement, les utilisateurs qui sont sur Ecolink pourront accéder à ce relais et puis à appeler globalement sur la fréquence de sortie du relais et converser comme ça avec des gens qui répondent sur le relais. Voilà pour les fonctions, je dirais, de base, partie des fonctions, parce qu'en fait, la liste finalement est assez large. Alors, on vous a parlé du hardware. Dans les fonctions logicielles associées, on a rapidement dit, effectivement, sur l'idée d'ailleurs d'un des OM qui était présent la fois dernière, à la troisième rencontre, et qui, par retour d'expérience, a eu à faire de l'informatique, qui pouvait être amené à planter, globalement, avoir un bug qui bloque éventuellement le fonctionnement, pour éviter que se garantir qu'un relais reste pas en émission, en radio notamment. Eh bien, on a positionné un watchdog qui est un watchdog physique et qui assure donc un reset s'il ne voit plus la vie normale à l'entrée, si effectivement le programme vient à planter. Donc ça c'est une idée qui nous avait été transmise la fois dernière. On a effectivement optocouplé les entrées, là aussi, retour de l'expérience. À mesure du possible, on évite de faire remonter les bruits, on va dire, et les sources de tension anormalement élevées éventuelles. Pour les relais commutables, effectivement, c'est une option qu'on a complètement intégrée qui permettent, là aussi, de commander des équipements déjà d'interface de puissance à travers soit Internet, en guillemets, si vous avez un Internet, et surtout via la radio. Là, on vous fera une démonstration tout à l'heure. On a une sortie pour série TTL, c'est-à-dire qu'au lieu de rester au niveau 3,3 volts, on peut travailler avec le MAX 3232 là, en plus ou moins 5 volts. Là aussi, les entrées analogiques sont des entrées qui n'existent pas de base sur un Raspberry. Vous n'avez pas de capacité de mesure d'entrée analogique. Donc on a mis un convertisseur analogique numérique, MCP3204, qui assure sur 12 bits, si je ne m'abuse, une conversion 0,3 volts en entrée. Ça permet notamment, comme le disait Jure, de récupérer le S-mètre d'un poste et de retourner ou relâcher du micro à l'utilisateur
du relais, le niveau de signal auquel il arrive au niveau du relais. C'est ce que je viens de vous dire. Le niveau de signal donc, est une application directe des entrées analogiques. Les relevés de température, effectivement, on a les capteurs qui est dessus, plus d'autres externes éventuels. L'horloge externe est utile, notamment parce qu'un Raspberry Pi sans référence externe peut dériver. Hein, l'expérience sympathique, c'est de monter régulièrement au relais actuellement, puisqu'elle n'est pas synchronisée, je crois, au ONEC. Donc ça permet de corriger. Donc il y a des composants comme le DS3231 qui donne une horloge dateur d'une fois synchronisée une fois et il reste sur une batterie, permet de garantir cette horloge, mais aussi des GPS externes, d'accord, qui en USB sont utilisables. Le numéro de la carte, le numéro de série, effectivement, dans notre champ, j'allais dire, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette carte et on a pensé bon de suivre un peu leur fourniture et on a inséré notamment une EPROM qui permet de mettre tout et n'importe quoi. Et on y a pensé premièrement à mettre un numéro de série sur les cartes. On a un petit module optionnel qui est sympathique, qui prend beaucoup de place puisque c'est autant de fichiers que de jours dans l'année. C'est présenter à l'ouverture du relais le nom de la fête ou le saint du jour. On a pensé bien sûr à personnaliser l'accueil en fonction de la date ou surtout de l'heure. On sait détecter ou déterminer à distance si le relais est bien sur Internet, grâce à une commande DTMF aussi, il y a un clavier DTMF, et s'il est sur Internet, d'avoir son adresse IP. On diffusera, on vous montrera tout à l'heure comment on a interfacé cette carte avec une station météo, interrogeable aussi par DTMF bien sûr. Et on est capable d'utiliser ce relais-là, on va dire, dans un mode de plan d'urgence, plan bras sec, pour, on va dire, le réserver dans ce plan d'alerte, dans un plan d'alerte. On a la possibilité, c'est d'ailleurs un module standard, je crois, d'enrichir par un module de messagerie le fonctionnement d'un tel relais, c'est-à-dire que chaque utilisateur a un identifiant. Et on peut envoyer un email, entre guillemets, via le relais, à un des utilisateurs connus. Et inversement, quand il repasse sur le relais, il peut être invité à entendre les messages déposés par les autres utilisateurs à son attention. On a mis en place un petit module également de notification par SMS, exclusivement ouvert pour celui-là aux abonnés free, qui ont tout compris, hein, comme le disait la pub. Et on a, vous avez vu, un écran tactile qui donne le statut en temps réel de l'interface. Voilà, j'étais long, c'était lent, c'était long et fastidieux, mais maintenant vous allez rentrer dans un mode interactif, puisque certains nombre de ces propositions, pas de fonctions, sont interactives et font partie de la démonstration. Première chose, la démonstration, ce sera le statut Internet, ensuite les températures, le bulletin météo live, les sorties relais commandées, une détection d'une entrée, enfin une illustration d'une entrée qui change. Ça sera la détection d'ouverture de la porte de l'armoire du relais. On passera le relais en mode urgence et on vous parlera aussi d'un code 6 heures puisqu'il y a un certain nombre de fonctions qu'il vaut mieux ne pas laisser entre toutes les mains. Hein, qui pourraient avoir accès à ces codes de mise en marche et d'arrêt. On vous parlera aussi de statistiques d'utilisation du relais, on va avec une démonstration et de l'écran tactile de ce qu'on en a fait. Voilà, première démo. Juan. Donc là on va vous présenter la fonction de statut Internet. Alors pourquoi cette fonction? Quand on est sur un site où on n'a pas une adresse IP fixe, par exemple, je conviens que de diffuser l'adresse IP sur le réseau radio n'est pas non plus une super bonne idée, mais on travaille quand même sur des ports, donc on a une certaine protection et je dirais une diffusion quand même limitée. Et étant donné qu'il est tournant, l'IP, donc ça reste assez sécuritaire. Donc c'est le cas à l'heure actuelle au NEC, on n'a plus pour l'instant d'internet, mais ça peut être des coupures internet. Surtout la connexion internet précédente était par satellite et elle était assez aléatoire.
Donc dans ce cas-là, ça nous permet de savoir si on est connecté ou pas sur Internet. Et dans le cas où on est connecté, on a l'adresse IP. Donc à ce moment-là, on peut se connecter directement sur le réseau. Donc là, en fait, c'est tout simplement avec un code DTMF qu'on va envoyer. Là, pour l'instant, enfin, on peut faire un peu comme on veut. Tous les codes DTMF ont été paramétrés relais ouvert. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire relais fermé ou relais ouvert. Donc là, j'ouvre le relais avec le 1750. Je vais chercher le code DTMF 26 dièse, je le diffuse. Connexion Internet inactive. Donc là, il a fait un test de connexion et il voit qu'il n'y a pas d'adresse IP, il n'y a pas de retour. Au revoir. Donc là, on va vous expliquer comment on fait ce contrôle-là et comment on obtient l'adresse IP. Bon, vous voyez, c'est assez simple. Ça, c'est une partie de code. Je ne sais pas si tout le monde va le lire, c'est pas évident. C'est du TCL, donc ça ressemble à un autre langage qu'on pourrait avoir croisé déjà. Si la commande égale à 25, alors 26 on va dire, effectivement on exécute une instruction ping vers quoi? Vers Google, parce qu'on sait que Google en général est toujours en ligne. Et donc on vérifie qu'en fonction du résultat retourné, on fait soit ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire Internet est déconnecté, on fait play message et on envoie le message connexion inactive. Dans l'autre cas, si on avait eu la connexion disponible, on aurait exécuté le premier paquet et on aurait tout simplement déjà tracé dans le log aussi une information comme on l'a fait là avec un petit puts, autrement dit un print, un affichage dans le log du logiciel, le journal de bord, je dirais. Et on exécute ensuite le message inverse, c'est-à-dire connexion disponible, et on va récupérer avec une autre adresse publique, récupérer sur un site public, l'adresse IP depuis laquelle on va chercher, depuis laquelle on est connecté, cette information. On split en 4 morceaux, puisque c'est pour l'instant des IPv4 que tout le monde utilise, quasiment, et on donne la lecture de chacun des paquets qui composent cette adresse IP. Voilà pour l'explication, donc on va dire du fonctionnement et quelques lignes de code qui sont nécessaires pour faire ce fonctionnement. Voilà pour la première démo. Alors, la deuxième démonstration, donc on a intégré sur la carte un capteur de température. Je l'ai modélisé ici, température de la carte. Mais après, on peut avoir un intérêt à ajouter des capteurs de température en plus sur l'installation. Donc, par exemple, on attache quand même pas mal d'importance au maintien des cavités, on les protège par du polystyrène éventuellement, et on évite qu'elles dévient. Donc en tout cas, pour contrôler cette température, on peut ajouter via le OneWire, les ports que je vous ai montré tout à l'heure disponibles sur la carte, un capteur de température. Donc un capteur de température, ça ressemble à ça. Donc à l'intérieur, il y a c'est un 18B20. Donc ça existe sous cette forme-là ou sous la forme comme un simple transistor. Celle qui est sur la carte, on n'a pas besoin d'étanchéité, donc on a mis un simple transistor. Donc là, moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de contrôler la température des cavités. Alors, je peux très bien l'interroger par des TMF, mais je peux aussi l'enregistrer. Et ça, ça va pouvoir, en fin d'année ou en hiver surtout, de voir les fluctuations. Ensuite, l'émetteur, ça peut être aussi sympathique de le mesurer. Alors derrière, je vous ai dit qu'il y avait des relais, donc on peut très bien, par exemple, suivre la température de l'émetteur et derrière mettre en route un ventilateur, par exemple. On peut, en fait, tout ce qui est capteur entrée-sortie peuvent être utilisés par SVXLink ou peuvent être asservis par d'autres choses au niveau logiciel. Donc là, je vais envoyer une commande qui va me donner vocalement les 3 températures. Vous êtes sur le relais expérimental de F8ASB. La température de l'émetteur est de 24,8 degrés. La température des cavités est de 19,4 degrés. La température de la logique est de 26,6 degrés.
Vous avez entendu un petit délai avant d'annoncer l'info, c'est parce qu'il y a une interrogation logicielle Au et revoir. ensuite, Et à bientôt. il nous indique les infos qu'on voit là. Donc du coup, que la carte qui est située là, elle est un peu plus chaud que le reste. Le capteur il est posé derrière. Et puis l'autre, je l'ai mis en dessous sur l'émetteur. Donc le fonctionnement logiciel, c'est un peu le même type de code que tout à l'heure, c'est du TCL. La première partie, c'est l'interrogation, enfin le test au numéro à la commande dièse 27 ou 27 dièse. Et ensuite, on a une simple ligne de commande qui va permettre, en réalité, 3 lignes de commande. Enfin, une ligne de commande qui est une boucle en réalité, qui va chercher dans un répertoire donné l'ensemble des valeurs qui sont finalement des capteurs qui sont installés sur la carte. Donc ça permet effectivement par la lecture de ce répertoire et des fichiers qui sont dedans, de récupérer les températures. Il faut mettre en forme parce qu'en réalité c'est des millièmes de degrés, donc on divise par 1000 et on a une température en degrés centigrades. Et on en fait quoi? Eh bien, on les met dans 3 variables, température 1, 2, 3, et ensuite on va lire le message d'introduction, la température en question, le message d'introduction, la température, et ainsi de suite, pour les 3 cas. Voilà pour le bout de code qui est associé. Vous voyez que c'est assez simple au niveau ligne de code, on n'a pas grand chose à faire. Juste quelque chose à souligner. Ici on voit les fichiers son. Alors dès qu'il y a le répertoire SVX carte, c'est des fichiers son qui ont été créés en addition par rapport à ce qui existe déjà. Quand on utilise ici Weather Station degré, c'est que ça fait déjà partie de la bibliothèque audio existante. Alors, on a également, c'est intéressant aussi sur les points hauts, en tout cas beaucoup pour les utilisateurs, intégrer une station météo. Donc la station météo, je ne sais pas si vous l'avez vu pour ceux qui ont fait pipi à côté, ou ceux qui ont fumé à côté, en tout cas à l'extérieur, c'est une liaison sans fil, et le pupitre est là. Le pupitre est relié en USB au Raspberry. Donc je vous dirais que jusque-là, la carte SVX carte n'est pas nécessaire. On a nos capteurs en liaison radio, le pupitre qui est relié en USB sur le Raspberry. Voilà pour la partie matérielle. Derrière, on a essayé aussi de ne pas réinventer la roue, elle existe déjà. Donc on utilise un logiciel qui s'appelle Webix. Alors pourquoi Webix? Webix, il gère toutes ces stations météo là. Donc ça veut dire que là, j'ai ce type de station météo de cette marque, mais derrière, je change de station météo. Il y aura à configurer le fichier de configuration de Wix, mais les commandes qui ont été développées, le travail qui a été développé restera exactement le même. C'est l'intérêt d'utiliser Wix. Je crois qu'il y a plus de 21 marques, voilà, qui sont 21 marques gérées par Wix. Donc c'est vraiment intéressant. Alors après, il y a des avantages et des inconvénients. Il faut voir, par exemple, moi j'avais la station météo La Crosse là. Et pour faire ce qu'on va faire là, c'est trop compliqué parce qu'il y a, en tout cas en live, parce que l'interrogation est très longue. Donc on ne peut pas il faut travailler différemment, c'est-à-dire enregistrer à temps donné les données météo et envoyer en vocal les dernières données enregistrées. Le fonctionnement, donc on a SVX Link, on a l'acquisition des données directement par Webix. Donc là je vais faire le code qui va... mince, j'ai pas ouvert le relais. Il y en a un qui suit. Donc vous êtes sur le relais expérimental de F8 ASV. Voici le bulletin météo. La température extérieure est de 11 degrés 1. L'humidité extérieure est de 72%. La direction du vent est ouest. La vitesse du vent est de 1,1 km/h. La pression atmosphérique est de 938,3 hectopascal. La température intérieure est de 24 degrés 1. L'humidité intérieure est de 44%. Voilà, les informations.
On peut en avoir d'autres, je n'ai pas mis pluviomètre, etc. C'est juste du traitement Au de données. revoir et à bientôt. Voilà Ça, c'est- le code là. Voilà le code. Donc, il y a encore moins qu'avant. Ouais, bon, on a enlevé un petit peu là. Ah bon. Donc là pareil, de nouveau on teste le code de déclenchement des TMF. On lit un message d'introduction et derrière on exécute une ligne de commande qui est celle de 8 qui permet de retourner les données dans un certain ordre et on va faire un split de cette ligne de données et on va les mettre, tous ces morceaux finalement d'informations, toutes ces données qui sont des datas numériques, température intérieure, extérieure, pluviométrie, etc. Dans autant de variables, et c'est effectivement derrière qu'on va reconstituer le message qui n'est pas affiché et qu'on a entendu avec le message d'introduction pour la température qu'on lit ensuite, etc. etc. Autant d'informations qu'on a exploitées dans la ligne de commande. Et on choisit ce qu'on veut diffuser. Vous voyez que là, en fait, on voit là, par exemple, ça commence par la température extérieure. C'est pas forcément l'ordre de diffusion. On choisit si les éléments qu'on veut diffuser. Alors, là, on va parler maintenant des relais qui sont sur la carte. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les relais, on peut les utiliser par code DTMF directement. On peut l'assimiler à une interface. Par exemple l'écran tactile qui peut commuter des relais. Et on peut aussi mettre à temps donné, le relais se commute. On peut faire, par exemple, on a dit tout à l'heure qu'on mesurait, on peut mesurer les tensions. Donc on peut très bien mesurer par exemple des tensions batterie. Quand les tensions batterie arrivent à un certain seuil, commuter un relais et mettre en route le chargeur, par exemple. Donc là, le but de la démo, c'est de vous montrer ça peut fonctionner avec du DTMF, mais ça peut être aussi asservi. Le système de fonctionnement, on a créé un module pour le relais. Donc en plus d'ouvrir le relais, on va activer un module relais avec la commande 9 dièse. Derrière, nous, on a positionné les relais sur les GPIO 20, 21, 22, 23. Et moi, du coup, je suis parti sur cette optique-là pour vous retrouver les codes facilement, mais c'est complètement personnalisable. Donc j'ai prévu 3 codes disponibles. Un code pour arrêter le relais de commutation, un code pour le passer à l'état 1, et un code pour envoyer une impulsion. Par exemple, l'impulsion, ça peut être utile pour faire un reset. Donc là, on peut très bien se dire, ce relais-là est en parallèle d'un relais des stars, et le relais des stars peut commuter éventuellement celui-là, et inversement. Donc cette fonction peut être intéressante pour un reset. Alors, la syntaxe qui a été définie, c'est en premier lieu, je donne le numéro du GPIO, en deuxième lieu, l'état, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, 0, 1 ou 2 pour une impulsion, et je valide avec dièse. Donc là, un exemple pour le relais... moi, j'ai pas mis l'exemple ici. Ah si, voilà, pardon. L'exemple pour le relais GPIO 20, si j'envoie 200, je l'éteins, 201, je le mets en route, 202, j'envoie une impulsion. Donc là, on va passer à la démo. Donc j'ouvre le relais. Bonjour, vous êtes sur le relais expérimental de F8AFV. J'active le module relais. Activation, remote relais. Et là, je vais activer un relais. Ça va s'allumer. Relais proactif. Et j'ai asservi, pour vous réveiller, un gyrophare. Au revoir et à bientôt. Je vais éteindre ce gyrophare. Relais 3 inactif. Ça fait du bien. Hein. Donc là, voilà, on a coupé le relais. Et à bientôt. Donc ça vous montre vraiment un style d'asservissement. Et comme vous êtes bien réveillé, je vais en faire un deuxième. Relais 4 actif. Par exemple, alors, je vais l'éteindre pour parler, ça va être mieux. Relais 4 inactif. Juste pour la petite histoire, quand je fais les essais, il est 23h, et des fois le lendemain matin, j'ai mon gamin qui me dit « Tiens, j'ai entendu l'alerte incendie dans la nuit ». Je dis « Non, mon fils, c'est pas ça ». Donc là, vous voyez, on a asservi un buzzer. Donc le buzzer là,
on le met sur le relais, mais ça pourrait très bien être une alarme de batterie ou je ne sais quoi. Donc, je reprends l'explication. Rien de plus compliqué que ce qui est là, c'est savoir que chacune des sorties relais est une commande qui est exécutée GPIO write 20, c'est le premier qu'on a activé tout à l'heure, on passe une commande à 1, je veux dire j'active, et un peu plus loin, donc ça c'est quand on a 201, et on a dit tout à l'heure 200, c'est quand le relais doit passer à 0, on passe 20, 0 derrière, et ça coupe le relais. Et pour l'impulsion, on doit avoir le 202 là, et bien on a la première position 1, on a un temps d'attente de 100 millisecondes, after 100, et on exécute derrière la mise à 0 du relais. Voilà l'exemple, pas le code exactement qui est exécuté pour réaliser ça. Bien sûr, on a inséré aussi des messages qui expliquent sur l'air ce qu'on a exécuté. Dans les améliorations, par exemple, on pourra interroger pour avoir l'état de tous les relais. C'est aussi de la ligne d'écriture qu'on n'a pas fait. Vous avez entendu le petit message, on a déterminé un temps pour désactiver le module, hein, pour ne pas le laisser ouvert directement. Vous êtes à l'écoute du relais expérimental de la FUIT, composé d'une carte logique relais prototype. Toutes les informations sur f8asb.com. Alors, là, on a développé une autre fonctionnalité pour vous montrer l'utilisation d'une entrée. Alors l'entrée, ça peut être aussi un relais qui est alimenté par l'alimentation générale. S'il y a une coupure électrique, et ben, le contact se ferme et vous avez une information qu'il n'y a plus de courant, par exemple. Là, pour l'exemple, en fait, j'ai ramené un petit coffret et en fait, je vais vous montrer la détection d'ouverture de porte. Porte de l'armoire ouverte. Donc on a deux informations. On a le buzzer. Je vais laisser fermer. On a le buzzer et on a le message du relais sur l'air. Donc, encore une fois, c'est pour vous montrer qu'on utilise les relais, enfin les relais de commutation, mais ils peuvent être asservis à contenance, comme on le souhaite. Donc là, il y a un petit logiciel qui tourne en parallèle qui s'appelle dour.py, c'est du Python. Lui, il va lire en permanence l'état de l'entrée, et derrière, eh ben, on dit ce qu'on veut faire, un message, un relais, un mail, un SMS, appeler les pompiers. Exactement. C'est juste, là c'est des exemples précis pour vous montrer l'ouverture de la programmation des possibilités. Donc dans le programme, à moi d'expliquer, cette fois on est dans du Python. On utilise deux petites bibliothèques, OS pour aller chercher une commande qui exécute, enfin pour pouvoir exécuter une commande qui est sur le système même, donc autrement dit en langage Linux, une commande bash, donc une commande du shell, hein, du Linux, et une bibliothèque time qui doit servir pour faire un temps d'attente. Du coup ici, on met une variable à 0, c'est l'état de la porte par défaut. Et ensuite, on va aller chercher l'état. Non, on définit que l'entrée, on rappelle que l'entrée est une entrée, on utilise l'entrée 18. Et on attend qu'elle est notamment active à l'état haut. C'est-à-dire qu'en statut, si je ne me trompe pas, statut par défaut, ça doit être état bas. On peut travailler dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est-à-dire une activation état bas ou état haut. Et ensuite, on a une boucle qui tout simplement va lire l'entrée 18 correspondant à cette entrée câblée. Et si la valeur donc change d'état, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la valeur passe à 0 et l'état précédent est à 0, c'est-à-dire qu'on a un front montant finalement de l'information, qu'on change d'état. Et à ce moment-là, on exécute ici une commande qui fait l'envoi vers SVXLink indirectement d'une commande qui est un code 1, 2, 3 là, très choisi et qui lui-même va être exploité par SVX dans un bout de code TCL qu'on ne vous présente pas ici, je crois, bien, non, et qui va faire la lecture du message et la sortie relais, quoi, qui fait le buzzer.
Et bien sûr, on traite le cas inverse. Si les deux états reviennent à égalité, on sait qu'on a un retour à la normale et on referme, on considère que la porte est à nouveau fermée. Voilà pour ça. Et le time sleep ici sert juste à ne pas boucler indéfiniment, enfin pas indéfiniment, mais en surcharge, on va dire, le programme. On lui laisse respirer pour qu'il ait le temps de faire autre chose aussi. Voilà pour le fonctionnement de l'événement externe sur une entrée. Alors ça a été demandé, ça intéresse certains responsables de relais, ça peut être utilisé pour des micro-relais dans le cadre d'exercices ou d'interventions. En particulier les États-Unis qui ont moins de couverture de réseau GSM utilisent beaucoup et aiment bien les micro-relais pour les interventions ponctuelles sur site où il y a besoin de relayer pour les services d'urgence. Donc là, en fait, le synoptique est assez clair. On a le responsable du relais qui a son talkie-walkie, il va envoyer le code au relais. Donc on a fait un code simplifié qui doit et qui devra être protégé par un code SysOp, on vous l'expliquera après. Le code 281 qui va activer le mode d'urgence, qui va envoyer un message de confirmation au niveau de la balise comme quoi on est passé en mode d'urgence, qui va supprimer le message d'accueil standard, qui va remplacer le message d'accueil par le message d'urgence, et au niveau des balises, ça va changer également la balise et ça enverra la balise d'urgence. L'idée, c'est pour les écouteurs, ils sont informés que le relais est utilisé pour un mode d'urgence, donc ils seront priés gentiment de rester à l'écoute et de laisser à disposition le relais. Ensuite, si on envoie le code 280, on repart en mode de fonctionnement normal, et dans ce cas, tout est remis dans l'ordre, on réutilise les messages standards. Donc je vais vous faire la démonstration. Vous êtes sur le relais expérimental de F8 Je passe en mode urgence. Mode d'urgence. Alors là, vous voyez, j'ai asservi Le en relais plus est actuellement réservé pour un plan d'urgence. le super. Laissez priorité au service d'urgence. Donc là, on entend le message. Compréhension. S'il se coupe et il se referme, derrière, si je rouvre, bon là ça fait pas assez longtemps, mais j'aurai de nouveau le message comme quoi il est en urgence. Je vais attendre juste que, voilà, ça je vous passe du gyrophare. Peut-être qu'il y aura la balise, mais sinon je vais le rouvrir, je vais attendre un petit peu et réouvrir l'info et vous verrez que dès l'ouverture, il va donner l'info comme quoi il est en mode d'urgence. Donc ça c'est une option qui peut être vraiment intéressante, en tout cas pour... Alors là je parle de mode d'urgence, je sais que sur Thionville, vous utilisez le relais par exemple pour l'assistance du semi-marathon. On peut très bien mettre un message différent en disant on fait de l'assistana, assistance radio pour le marathon, restez à l'écoute, ou n'importe quoi, quelle que soit la fonction. Je n'ai pas attendu assez longtemps. Non, fermeture. Ah, j'ai pas attendu. Bon, je suppose que vous me croyez sur parole. Parce qu'on va continuer quand même. Donc là, je vais désactiver le mode d'arrêt d'urgence. Mode d'urgence. Désactivé. Donc là, voilà, on a Au coupé. revoir. Donc là, on entend la synthèse vocale. Tout à l'heure, j'avais laissé juste le cas. Elle ne disait pas au revoir, elle passait juste au cas et le message balise. Alors, on n'a pas parlé trop du code parce que là, c'est relativement simple. Dans le fonctionnement, on a un code DTMF où on active, un autre code DTMF où on désactive, même si la mise en œuvre est un petit peu compliquée. Mais de toute manière, tous les codes qu'on vous présente là, enfin tout ce qu'on vous présente, c'est disponible sur le site web, tout est ouvert. Dès qu'on fait une trouvaille tôt le matin ou tard dans la nuit, on la met ensuite sur le web. Voilà, donc on vous a montré des fonctions qui sont un peu
Enfin sensible, hein, dans le sens où effectivement ce genre dernière commande, on ne veut pas forcément la laisser dans toutes les mains. Donc on a développé un petit outil, en fait c'est un code tournant, c'est-à-dire un code SysOp. Si vous n'êtes pas opérateur du système et que vous ne connaissez pas la clé, on va dire, personnelle du relais, vous ne saurez pas envoyer le bon code. Parce que le code est tournant et valable 1 minute. Donc ici, il y a 2 versions. Il y a une application web, on va dire. Hein, c'est finalement qu'une page web statique que vous pouvez avoir sur votre PC. Et puis, ou alors une application Android qui elle-même fonctionne comme vous le voyez là. Vous avez une clé personnelle, c'est-à-dire celle du relais, 459. Vous pouvez passer en français, en anglais. Ça, c'est l'interactivité de l'application. Et ce code-là va nous permettre d'avoir déjà un code différent d'un autre relais qui utiliserait ce mode de fonctionnement. Hein, donc ça vous permet d'avoir un code personnel. Et ici, vous avez un code tournant qui est valable pendant 1 minute. Donc en jouant ce code-là, le relais lui-même qui fonctionne sur la vient de changer, on vient de changer de minute, 48-75, et bien va permettre d'être sûr que cette commande est d'une importance particulière et exécutera correctement. Elle sera exécutée derrière. Donc l'activation du relais d'urgence est conditionnée au fait que ce relais, que le code que vous envoyez correspond bien à celui qui est attendu dans cette minute-là. D'accord ? Bien sûr, il faut que votre téléphone soit à l'heure, c'est-à-dire synchronisé, et que le relais le soit aussi. L'importance ensuite d'avoir une synchro externe ou une horloge fiable sur le relais. Voilà le principe qui permet quand même d'assurer que les commandes qu'on passe, qui sont des commandes d'opérateurs du relais, ne soient pas entre toutes les mains, même si elle était décodée à l'écoute, c'est-à-dire sur la voie d'entrée du relais, elle ne pourrait pas servir a priori facilement. On a en fait mélangé 2 notions, la notion de cryptage avec le code clé qui est au-dessus et la notion de temps. Donc chaque minute, selon l'algorithme avec le cryptage, ça va vous donner un code. Ce code-là, on précède nos commandes standards par ce code-là et ce sera ensuite possible d'utiliser le code. Donc c'est vraiment une protection vraiment très perspicace. Même si on a le code, reçu le code, il faut déjà être prêt au bout d'1 minute pour le décoder et après renvoyer. Je pense que là on a une solution qui est intéressante. Sachant qu'on peut donc sur l'application, l'idée c'est de rajouter, comme on l'a là, pour une ligne, en fait plusieurs lignes paramétrables qui sont autant de commandes justement correspondantes à celles qui sont en place sur relais, comme on a vu 280. Et ensuite dans la fenêtre principale, on peut envoyer ce code 281 par un shortcut, un raccourci, avec ou sans le précédé du code SysOp. Donc on n'a même plus à connaître les codes, puisque cette application Android génère elle-même le code des TMF. Si vous l'approchez de votre poste, vous pouvez générer comme ça le code des TMF à travers l'application et votre smartphone pour déclencher telle et telle commande. Objection. Lorsque vous serez en situation de catastrophe, soit ce sera la petite grande tempête avec tous les pylônes par terre, et auquel cas vous n'aurez plus vos clés de sécurité, ou alors il y aura une catastrophe dans votre secteur et tout le monde se servira de son téléphone, et à ce moment-là vous n'aurez plus accès au réseau. Là on n'a pas d'accès au réseau, hein. C'est dans le cas du relais qui n'a plus de réception, évidemment. Non mais si vous voulez le faire passer en mode urgence, vous ne pourrez pas. Si, parce que ici c'est pas interconnecté, c'est un code tournant qui est connu des 2 applications. Donc il faut que... Donc votre téléphone n'est pas connecté. Il n'est pas connecté, c'est comme l'appli web là, je peux l'avoir sur un PC non connecté. C'est un code généré à partir du moment où, grâce à l'heure, la date et l'heure entrent en compte pour générer un code qui est unique pendant cette minute-là. D'accord ? Ce code, alors ça c'est une clé qui permet d'identifier notre installation, et ce code-là tourne automatiquement sans interconnexion. C'est déterminé par la date et l'heure. D'ailleurs, le logiciel se met à jour au fur et à mesure. Toutes les minutes, on là, voit le code. On voit changer, c'est tout simplement parce que la minute a changé et on n'est plus dans la même minute. Et donc ce code-là, pour le relais, vient de changer également. Donc à un moment où vous lancez 0285, il faut que vous soyez à ce moment-là, vous avez le 0285 qui arrive côté du relais, qui sait dire effectivement ça correspond bien au code qui correspond à ma date et à ma heure actuelle. Je sais bien synchroner des c'est l'histoire de 5 Et le fait, parce que si jamais vous avez une perte
de synchronisation. Je crois Ah oui, de bah. synchroniser sur l'horloge Internet, Ouais. par exemple. Donc ça veut dire que si vous avez une perte de réseau, la synchronisation n'est plus effectuée je dirais, pendant 24 heures. Est-ce que la minute sera... Alors, normalement, c'est les horloges à quartz. ouais. Donc, sur 24 heures, ça ne devrait pas compter. Mais une minute, est-ce que c'est vraiment suffisant? Là, en réalité, quand je vous dis une minute, elle change toutes les minutes, mais en réalité, on prend 3 minutes, c'est-à-dire la minute courante plus moins 1 et plus 1. On prend les 3 codes en fait. Les 3 codes qui correspondent aux 3 plus 1 et moins 1. Bon, pour justement éviter Prévu la question. Ah bah. Il y a des gens qui réfléchissent. On fait que ça. Et effectivement, ouais. Mais la minute devrait suffire, mais sauf qu'en réalité, le changement d'heure, si vous restez sur une minute, vous réduisez jusqu'à 30 secondes. Quoi, donc évidemment, il faut au moins une deuxième minute, sinon la troisième minute. Donc ça, c'est ce qu'on a prévu de base. Et ça, c'est au niveau du relais, puisque c'est lui qui va calculer en fait 3 codes, celui de la minute précédente, courante et suivante. Voilà. Donc ça c'est le petit plus qui permet de rassurer, parce que de base SVX Link est paramétrable aussi ce fonctionnement, mais on ne retransmet pas le DTMF qui est rentré sur la voie d'entrée, n'est pas retransmis sur la voie de sortie. Il est filtré par la logique. Donc ça limite déjà la possibilité de comprendre ce qui est passé. Mais ça reste, là on est complet, on va dire en termes de protection, c'est suffisant. Voilà pour ça. Ensuite, on a effectivement une logique informatique derrière. SVX Link lui produit des logs, je vais parler de ça tout à l'heure, de journal de bord, on va dire, dans lesquels on voit apparaître les passages en émission, les squelch, les DTMF qui sont lancés, etc., etc. Les activations des modules, donc les modules perroquets dont j'ai pu parler, qui répètent ce que vous mettez, ou alors le module Ecolink, ou alors le module relais qu'on a activé tout à l'heure, etc. Donc tout ça, ce sont des traces qui sont dans le log, et on a fait un script qui analyse, alors a posteriori, si vous avez déjà un log qui constitue en fait la trace de tout ce qui a été fait, et continue ensuite à générer le contenu en live dans une base de données, petite base de données qui va intégrer toutes ces informations-là. Donc en réalité, c'est ce qui est là. Ici, on a DTMF, Ecolink activité, identification module, donc ça c'est l'activité des modules, les squelch, les tonalités, donc les déclenchements, et les temps de transmission. Donc tout ça, ça rentre dans des tables, et on retrouve quoi? La date et la durée en fait d'activation globalement de l'information. Et à partir de là, eh bien, on peut faire ce qu'on a prévu, enfin ce qu'on a présenté là, à savoir des graphiques qui exploitent directement la base de données. Or, il y a plusieurs types de bases de données. Nous, on a choisi une petite base de données à tester, à voir si ça tient le choc. C'est SQLite, c'est-à-dire que c'est une base qui est en autoportance, entre guillemets. Vous avez un fichier dans lequel vous avez tout. L'intérêt de ce fichier-là, c'est qu'il peut être facilement transféré d'un site à l'autre. On n'imagine pas donner accès directement au Raspberry Pi aux visiteurs web. C'est quand même un relais, donc on ne va pas ouvrir Internet sur un équipement relais. Par contre, on saurait plus facilement sortir ce fichier-là, le mettre sur un site web qui, lui, héberge cette page-là et qui extrait directement de la base les informations. Et ça, bien sûr, un transfert quotidien serait suffisant pour avoir les informations du fonctionnement des statistiques. Donc là, on présente, là c'est par mois, je crois, les durées d'émission, les durées d'usage de chacun des modules, c'est-à-dire par mois, il y a une couleur qui dit pour chaque module, donc Ecolink, répéteur, etc. Durée de connexion Ecolink par mois, les utilisateurs par top, enfin par classement du nombre de connexions ou durée, pour chaque indicatif, puisque là, comme les réseaux numériques, vous êtes identifié directement par votre indicatif, etc. Voilà le genre de trucs, statistiques qu'on peut générer. Dans le cadre d'utilisation Ecolink, pour que ces indicatifs soient répertoriés, il faut que ce soit via Ecolink. Voilà, donc tout ça rentre dans cette base SQLite qui est générée, enfin qui suit en fait le log, directement le log généré par SVX Link, et qui c'est un script Python et qui remplit la base de données. Ensuite, on a un autre script Python qui va pouvoir, aussi à partir des logs,
puisqu'on a début de transmission, fin de transmission, en live, suivre l'activité du relais. Donc on peut générer une information tout ou rien, c'est-à-dire zéro présence, enfin zéro absence, 1 présent. Transmission, un indicateur de transmission, c'est-à-dire mon relais est ouvert, j'ai une trace log qui a apparu log transmission en cours. Cette information va pouvoir passer à 1. Et le squelch, lui, il est inactif, il passe à 0. Donc tout ça, c'est dynamique, c'est-à-dire qu'on a un tableau de bord en live de l'activité in situ du moment du relais. Ça s'affiche sur une page internet. Et que l'on appelle, en se connectant au réseau local sur le Raspberry, voire avec un minimum de password via internet pour s'intéresser à l'état actuel du relais à distance. Ici on a une température, on peut imaginer les autres qu'on a vu tout à l'heure, température, qualité ou autre. Voilà pour la partie temps réel. Pour finir les démos, on a ajouté effectivement à l'application un écran. C'est un écran tactile qui va reporter ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire l'état de réception, l'état d'émission du relais, la température ou les températures, processeur, de la carte, l'indicatif, le niveau du signal S-mètre de l'entrée analogique, et puis si SVX Link tourne toujours, etc. Et puis avec les différents boutons, on a un bouton Restart, donc il peut éventuellement, là, à partir de là, rebooter juste la partie SVX, donc c'est un reboot rapide, on va dire, de l'application, ou alors un reboot complet du Raspberry. On va trouver un log, donc là il est vierge, ça n'est pas vierge, mais on va retrouver toutes les lignes ou les dernières lignes d'historique du fonctionnement du logiciel. On va pouvoir activer par exemple les relais qu'on a directement branchés, les 4 relais qu'on a sur la carte. Mettre en veille l'écran aussi, l'économiseur d'écran, cet écran tactile, jouer avec la luminosité de l'écran. Et puis avoir un statut bien sûr de communication de cet écran avec l'application pour vérifier que ça fonctionne. Voilà, ça c'est une application qui exploite le port série Max 3232 qui est sur la carte SVX. Voilà pour les présentations des démonstrations on a fini de cette partie-là. On va maintenant vous parler de la partie qui nous a aussi occupé et qui continue de nous occuper un peu. C'est la partie qu'on a proposée d'activité sur Internet. À savoir qu'on a communiqué, Julien a fait des vidéos notamment pour présenter le travail et surtout tenter, on va dire, d'avoir des gens, des OM intéressés soit à la mise en œuvre d'un tel relais ou d'une telle carte, soit d'y participer activement comme on va dire nous, dans le projet. On a effectivement publié sur ce site-là, svxcard, s5ui.net, l'ensemble de ce qu'on vous a présenté dans le détail, c'est-à-dire qu'on présente tous les codes, on explique la démarche et comment on arrive à ce résultat. Et puis on a anglais, on va dire en français, on a passé ce site en multilangue. Alors grâce à Christian FUGHE, on a une grande partie en anglais. Hein, et puis on a Wolfgang DC1XH, qui ne me trompe pas, qui a commencé à traduire en allemand aussi le site de documentation. À partir de là, on a ouvert aussi un groupe Yahoo, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, d'autres le pratiquent. Ça permet d'échanger notamment des mails de diffusion à tous les inscrits. Aujourd'hui, on a 38 membres dessus. Et surtout maintenant dans la phase dans laquelle on est, puisque certains d'entre vous ont participé à ça, on a ouvert une commande groupée de cartes et également de composants qui permettent facilement ensuite d'installer ou de mettre en œuvre la carte. Et on a eu pas mal de répondants globalement, c'est-à-dire qu'on a quand même donc des réservations, on en a 58% qui viennent de France. On a 8% d'Allemands, on a 7% d'Américains, 5% de Belges, Suède, Finlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, pardon, etc. Et ça allait jusqu'à Taïwan.
peut-être qu'on aura une carte pas chère du tout. Sur le marché taïwanais et qui vont venir. Donc, plan de développement, un module SSTV. L'idée, c'est, comme par exemple aussi du petit ballon est équipé d'une caméra numérique, qui est déjà capturée par un Raspberry, jusqu'à 3 jours. On avait une capture toutes les minutes, et puis on les diffuse ensuite sur Internet. Là, on peut aussi imaginer un module SSTV qui récupère cette image et à la demande la transmet en Martin et main sur la fréquence de sortie du relais. Dans ce mode-là, il faut bien sûr se prémunir du fait que le relais ne puisse plus entrer de l'audio et retransmettre l'audio de l'entrée, qui est habituellement prioritaire pour SVX. Voilà, ça c'est un des modules qu'on pourrait amener en développement. On pourrait, juste pour compléter le module SSTV, on peut recevoir éventuellement une webcam qui est sur le site du relais, mais rien ne m'empêche d'aller chercher un lien d'une webcam ou de n'importe quelle image du web. Oui, voilà. Moi, je pourrais très bien mettre en accès toutes les cams du massif vosgien par DTMF avec une le Honeck, 2 la Brest, 3 machin. Ça, c'est possible. À savoir que ce module-là est déjà testé, fonctionnel, on va dire, dans la théorie. Il n'a pas été implémenté sur SVXing par manque de temps pour aujourd'hui, mais en tout cas, tout est testé, fonctionnel. C'est juste du temps pour écrire, mais tout a été fait, y compris ajouter du texte sur l'image de la webcam. Obligatoirement. Par exemple, idéalement, la webcam du Honeck vue sur les montagnes et on reprend les températures de la station météo et on les incruste. Et on met l'indicatif du relais. Et on met l'indicatif du relais, voilà. Donc c'est que du logiciel à ce moment-là. La carte elle est déjà prête pour ça, il n'y a pas de problème. Donc là, l'intercom pilotable, c'est quoi? C'est ici on a l'émetteur, le récepteur. On va rajouter un émetteur-récepteur. Donc la carte, elle a déjà ça qui est prévu. Il y a plusieurs solutions pour utiliser cet émetteur-récepteur. On l'utilise en transpondeur direct, on l'utilise en lien avec un autre relais, ou alors on le pilote en fréquence. Donc là, j'ai commencé à travailler sur le sujet. Donc facilement avec TMD 700, TMD 710 et le talkie-walkie, je ne sais plus ce que c'est de Kenwood, ID 71, c'est quoi que tu as 71 ton TMD 700. Non, le THD7. THD7, voilà. Donc là... Mais d'autres, parce qu'on peut... Oui, non, mais là je dis ce qu'on essaye en fait. Donc là on est sur un protocole Kenwood, et là encore une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise la librairie Amlib sous Linux, et derrière, ça nous ouvre des portes. À l'image de Wivix pour la météo, voilà. Il y a une bibliothèque qui existe, qui gère en standard un certain nombre d'équipements du marché, donc Amlib est tout à fait dans la même logique. Donc là, les commandes au niveau logiciel SVXing seront toujours les mêmes, et après on choisira sur Amlib, on configurera quel émetteur on choisit. Donc là c'est pour la partie commerciale, on va dire peut-être un peu coûteuse. La deuxième option, les cartes sont déjà développées et en cours de réalisation, enfin en tout cas les petits Chinois y travaillent. Et là c'est une carte qui va piloter ce type de radio, Motorola et autres, sur 4 bits ou 6 bits, enfin je vais jusque 6 bits. Donc là on peut très bien piloter les mémoires, et du coup on reste sur un émetteur programmable. Cette interface-là, elle est prévue I2C en entrée et BCD en sortie. Donc comme la carte a des ports I2C, je me branche dessus et je le branche sur la radio intercom. Après, autre idée, c'est que cette carte-là, on est en I2C, je peux en mettre autant que je veux. J'ai 2 ports I2C, en tout cas on peut en mettre à volonté les I2C. J'en remets une deuxième carte I2C et je la mets sur mon émetteur actuel. Et à ce moment-là, je peux passer d'une mémoire à l'autre et je change de puissance. Par exemple. De puissance pour les fréquences, je m'excuse, mais la partie du plexeur, tu gères comment? Là, sur un intercom, en fait, en général, si tu as un relevé, tu vas mettre un intercom UHF, tu n'as pas de cavité, et tu pilotes sur toute la gamme UHF. Et là, quand je parlais tout à l'heure de changer de puissance, ou même CT-CSS, pas de CT-CSS, on travaille en mémoire. Donc on va en rentrer dans chaque mémoire les possibilités. Donc là déjà rien qu'avec une petite carte et une petite idée,
Vous voyez, on ouvre déjà encore des fonctionnalités qui peuvent être sympathiques. On a effectivement aussi pensé à un agenda associatif vocal. Ça veut dire quoi en français? Vous avez tous des associations qui ont des réunions régulières ou des fois pas régulières justement. Et pour inviter ou rappeler le rendez-vous sur l'air, avoir un message qui est déclenché. Et l'idée, c'est d'avoir une interface facile d'utilisation, un peu comme un agenda. Vous rentrez votre texte que vous voulez lire, et in fine, à la date et à l'heure prévue, ou voire avant, ou plusieurs fois avant, il serait rappelé sur l'air. Et peut-être au bon moment, c'est-à-dire après un QSO, on sait qu'il a eu lieu, donc a priori quelqu'un qui écoute, on envoie l'information. Voilà un peu l'idée. Hein, dans les quelques... Alors ça, c'est un travail qui est sympa, mais pas évident. Puisque ça va demander pas mal de fonctions de base qu'on n'a pas forcément vu. Ensuite, on va un peu plus loin, l'idée éventuellement de consolider les statistiques. Sur des relais de ce type-là, à partir du moment où on a une base de données derrière, on pourrait remonter l'information statistique au niveau d'un serveur web, comme ça se fait sur d'autres réseaux à la limite. Pour remonter l'information, il va pouvoir la consulter, soit filtrée pour votre relais, soit voir le trafic sur les différents modules, etc., que j'ai présenté tout à l'heure. Ensuite, on pourrait imaginer un module sympathique, c'est de rappeler les cotisations directement par DTMF en composant votre code de carte bancaire sur l'air. C'est le moment d'envoyer des codes. Bon, bien sûr. Donc ça on n'a pas, on vous l'a mis pour la plaisanterie avant la fin de la présentation. En tout cas, moi, je voulais vous remercier d'avoir fait le déplacement. Je voulais remercier publiquement Christian de m'épauler, d'être venu l'année dernière. On est vraiment complémentaires. Quand il y en a un qui est énervé, l'autre calme l'autre, parce que le code, c'est pas forcément ma tasse de thé, et puis Christian est un peu sadique et il laisse chercher. Avant de me donner la solution. Et en tout cas, voilà, je suis vraiment content de partager. Vous voyez qu'en un an, je dirais que quasiment tous les jours, on travaille un petit peu sur le projet. Je voulais remercier aussi ma famille qui supporte mes nuits courtes, qui supporte mon absence pour le développement. Et puis voilà, j'espère que la présentation vous a plu, et j'espère... alors je ne le dis pas l'année prochaine parce qu'en fait on fait cette rencontre-là quand il y a des choses à montrer. S'il n'y a rien à montrer, il n'y a pas d'intérêt. Donc il y a déjà des choses qui sont prévues en termes de travaux. Après, on verra le temps à la disposition. C'est un énorme travail d'organisation, mais cette année particulièrement, j'ai eu beaucoup d'aide de la part de Marc, de Jean. J'étais pas seul. De toute manière, j'aurais pas pu l'organiser tout seul. J'avais énormément de travail pour vous montrer tout ça avec Christian. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention et votre intérêt. Bravo. Merci.